est presque plaqué à la flasque intérieure. Cabriolet, c'est celle de mon cousin et elle est en panne, elle démarre plus, voilà, sans raison. Aujourd'hui elle est en panne depuis maintenant un long moment, ça fait plus d'une année, hein, je crois presque 2 ans, et du coup j'ai décidé de brancher ma clé dessus, Carly, pour essayer de faire un diag, pour voir un petit peu ce que me dit la clé. Bah, j'ai pas d'espoir vraiment de la mettre en route, hein, mais si toutefois on avait une information qu'on n'a pas réussi à avoir par une autre voie, peut-être que ça va nous donner la solution pour pouvoir faire démarrer cette voiture. Tout d'abord, je recherche sur mon téléphone où est la prise OBD sur une Mini. Elle est juste ici sur le côté. Voilà. Et voilà. Et on voit les veilleuses rouges et bleues. Je vais aller directement sur le logiciel Carly. On démarre Carly. Voilà, bon, la batterie n'est pas exceptionnelle. Ça me fait un petit signal, on verra bien. Il y a un voyant moteur allumé, on verra. Ajouter une nouvelle voiture. Mini 2012. R57 cabriolet, un diesel. Connecté. Connexion à l'adaptateur. Connexion à la voiture. Diagnostic. On a le codage. Coder et personnaliser votre voiture en quelques minutes. Les données live. Le véhicule d'occasion pour voir si le compteur a été falsifié. Diagnostic. Et c'est parti. Voir les résultats. Moteur. C'est 4 problèmes moteurs. Préchauffage, bougie de préchauffage 2, bougie de préchauffage 3, et c'est uniquement un problème de bougie de préchauffage. Entrer dans le smart mécanique, il n'y a pas d'activation du système de préchauffage. Cela ne signifie pas pour autant que les bougies de préchauffage d'un moteur diesel moderne à injection directe ne sont nécessaires que pour le démarrage. Ça peut être l'unité de commande de contrôle de préchauffage. On va essayer de régler le problème, résoudre les problèmes en effaçant, et on va retenter. On allume, le défaut est récurrent, hein, il reste. Donc on a le kilométrage, là maintenant ce que j'aimerais bien voir. Contrôle des voitures d'occasion, continuer, démarrer la vérification des voitures d'occasion. Voilà, donc là maintenant il va faire un démarrage du contrôle de tous les systèmes électroniques de la voiture afin de voir si le kilométrage correspond bien. Il n'a détecté aucune falsification, veuillez vérifier les détails. Donc il a contrôlé le numéro d'identification du véhicule, le VIN, hein. Donc il a contrôlé dans tous les organes. Il y a 3 points de données pour vérifier. Le kilométrage sont enregistrés dans différentes unités de contrôle dans votre voiture. Nous comparons ces kilométrages pour identifier toute falsification. On a contrôlé 4 organes qui confirment le kilométrage. Il contrôle les heures de fonctionnement pour voir si ça correspond bien à quelque chose de pas déconnant. C'est sûr que si on avait des heures de fonctionnement à gogo par rapport à un kilométrage réduit, ça pourrait éveiller des soupçons. Autre donnée enfouie dans l'électronique de votre voiture qui pourrait vous intéresser. Point de données trouvé 1. Si c'était une voiture qu'on achetait, on sait que la voiture, les organes sont cohérents avec le kilométrage indiqué. Et tout, parce qu'il y a des organes qui emmagasinent le kilométrage. Et là, on n'a rien à dire. Hein. Codage. Qu'est-ce qu'on peut faire en codage? Il y a 5 écus qui sont paramétrables. Verrouillage, éclairage et rétroviseur, ceinture de sécurité, essuie-glace, start and stop. On pourrait désactiver le start and stop par exemple. Compteur de vitesse numérique, marche. Compteur de vitesse numérique permanent, marche. Correction du compteur de vitesse numérique. Correction du compteur de vitesse analogique. Ça veut dire qu'on peut corriger la vitesse pour qu'elle soit cohérente avec la vraie vitesse. Avertissement de limite de vitesse. Correction de l'heure GPS. Avertissement de la clé de contact. On peut corriger, on peut indiquer l'indicateur de changement de vitesse, on peut modifier. On peut le mettre en route ou l'arrêter en fait. Seuil d'alarme de faible autonomie, seuil pour alarme de réserve de carburant, enfin voilà. C'est à peu près le même principe que ce que je t'ai montré sur mon Audi. Tu as plein de choses que tu peux vérifier, que tu peux contrôler. Au niveau de l'entretien, c'est pareil, on peut remettre les compteurs à zéro, etc. au moment où on a fait l'entretien. Moralité, si je pouvais, alors on va pouvoir comparer les données par rapport aux données que le cousin a obtenues avec une autre valise. Est-ce que ça a déjà été détecté ou pas? Là, en tout état de cause, il nous indique 2 fois de suite qu'on a un problème de préchauffage. Si tu veux t'équiper toi aussi chez Carly,
et que tu veux avoir une clé justement qui peut te permettre de trouver des pannes et de mettre des codes erreurs, d'effacer des codes erreurs, etc. C'est ici. Tu as le lien également, le lien et le code promo. Voilà, ça équivaut presque à une valise diagnostique en fait. Hein. Parce que là, je pense même que j'ai trouvé des choses que je n'aurais pas trouvées sur une valise diagnostique multimarque. Parce que pour chaque marque, en fait, il y a des caractéristiques données, le programme que tu as sur le téléphone, en fonction de la marque, bah, tu auras des paramètres différents, bien sûr. Hein. C'est pas comme sur une valise où il y a des paramètres qui sont chargés dans la voiture, mais que tu n'as pas forcément tout. Comme tu le sais, mon premier camion allemand est parti. Il me reste celui-ci, en attendant de recevoir le dernier, le final. Sur celui-ci, tu vois, j'ai démonté une roue. Pour la simple et bonne raison que la personne qui a acheté le camion, il lui fallait une roue de secours. Dans la mesure où j'avais démonté déjà, pour essayer mes gros pneus, j'avais déjà démonté un pneu sur une des jantes. Je te rappelle les faits, hein, j'avais acheté du pneu d'occasion Michelin XZL. On pensait que c'était du 1400, c'est du 1300. Donc, c'est pas grave. Je vais les monter parce que j'arrive pas à les vendre en fait, hein, clairement. Hein. Je vais les monter, ils seront un petit peu moins grands en diamètre. Dans la mesure où le camion, il a de fortes chances pour qu'il parte au Congo-Kinshasa, je pense qu'ils préféreront avoir des pneus en bon état plutôt que d'avoir des pneus qui sont... Alors il y en a certains, ceux-là, c'est pas mal. Là, l'avant, le même, il était dans le même état, c'était super. Là, par contre, c'est un peu moins joli. Hein. Ici, celui-là, là-bas, tu vois, ils sont un petit peu moins beaux et ils sont au bout du rouleau, on va dire. Donc ça, ce sera quand même... un petit peu mieux. J'ai commandé des choses, hein, mais j'ai commandé un détalonneur hydraulique. J'en ai un manuel actuellement. Mais là, j'en aurais pas besoin pour remonter ce pneumatique. J'ai acheté du talc. Je vais faire du XTG Family. J'ai bien sûr de la graisse, hein, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des chambres à air neuves. Alors, je vais pas remonter les chambres avec le même système que ceux-là. Parce que de toute façon, je vais recevoir un jeu de 6 jantes. Avec le camion, le troisième camion, il va y avoir 6 jantes dans le nu, hein, sans pneus dans la caisse. Et ces jantes-là, bah, je pourrais les monter avec des pneus, des vraies chambres russes, donc beaucoup plus épaisses, avec du pneu de bonne dimension. Le problème, c'est que ces pneus-ci, avec le système que j'ai là, on va pas beaucoup pouvoir dépasser les 4 kg pour le gonflage. Alors que là, je pense qu'on sera plutôt vers 6 kg, 6 kg et demi. Il n'y aura pas l'utilité de laisser le système de gonflage sur ce camion pour le moment, tout au moins. À terme, si toutefois je gardais le camion, si toutefois il n'était pas vendu, si toutefois je décidais de faire un deuxième camion d'expédition, on verra pour changer les jantes et mettre du pneu avec un diamètre un petit peu plus important pour ne pas perdre le bénéfice de ce que j'ai fait sur la boîte de transfert, tout simplement. On commence par nettoyer la jante en fait, hein, pas nettoyer sommairement, on va pas non plus en faire une neuve, mais tu vois, je frotte un peu pour un peu la rouille en fait, hein. Avec une brosse métallique. Petit coup de soufflette. Je vais gonfler la chambre. Qu'elle prenne un peu sa forme. La rentrer dans le pneu. Ce qui est bien, c'est que là-dessus, elles sont démontables en fait, sur ces chambres-là, pas sur les chambres russes. Ben, maintenant, il faut talquer l'intérieur du pneu ou la chambre à air. Hein. Je vais faire de la méthode de notre ami Julien de la chaîne XTG. Hein. On va remettre bien une première. Hein. Donc, j'espère que ça va coller. Il disait dans sa vidéo qu'il faut en mettre copieusement. Je ne sais pas si j'en ai mis autant que lui. Parce que lui, apparemment, il en a vraiment balancé un paquet. Il met même plus de graisse, il a dit. Je vais mettre la chambre dedans. Ouais, c'est un peu trop gonflé. Voilà. Ok, là elle est dedans. Voilà, copieusement. Comme me l'a dit. Comme l'a précisé Julien. C'est vrai que ça glisse le talc.
Donc c'est pas une mauvaise idée, hein. Je pense pas, hein. Bon. D'abord. Ah, tu vois là. Voilà. Alors avec le talc, ça rentre tout seul. Le problème, c'est la valve, tu vois. Parce que là, elle est pas, la jante n'est pas ouverte jusqu'au bout. En fait, il y a un trou houblon au milieu. Et là maintenant, il va falloir pousser la valve. Alors peut-être que j'aurais dû faire attention au moment où j'ai mis le pneu dedans. Mais dans le sens où je le rentre dans ce sens-là, il aurait fallu tourner la valve. Ça aurait pas été super pratique. Je vais essayer de voir si j'arrive à pousser la valve maintenant à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle sorte par le trou houblon de la jante. Tu vois, le trou qui est là. On va voir ça. Bingo, c'est passé. Il suffit d'appuyer dessus. Alors j'ai remis le bouchon pour pas l'abîmer. J'ai appuyé dessus avec un tournevis et je l'ai guidé avec ma pince à bec à l'intérieur du trou houblon. Comme ça, ça a glissé le long de la pince à bec et du coup, c'est sorti tout seul. Maintenant, il me reste à rentrer le pneu correctement avant de remettre la partie la plus dangereuse. Je me suis quand même mis un tire-valve en sécurité au cas où là, il lui prendrait une envie subite de se barrer, quoi. Voilà. C'est comme ça, au moins, je peux monter mon pneu sans avoir peur de voir la, la valve disparaître encore une fois. Maintenant, je vais la retourner pour essayer de voir si je peux rentrer la jante un peu plus dans le pneu. Voir que chaque pneu sans la jante, c'est 80 kg. J'ai déjà fait ça. En fait, je pense que les pneus sont un peu serrés. Parce que c'est, en origine, c'est des pneus tubeless. XCD, Julien, il les remonte tellement que oui, lui, ça rentre tout seul. Moi... impossible de faire rentrer le pneu à fond. Alors je suppose que c'est avec la pression. Je vais essayer de le retourner, de caler la jante avec du bois, donc juste la jante, pas le pneu, et essayer de forcer à le faire rentrer en le poussant avec quelque chose, j'en sais rien, peut-être avec le détalonneur manuel, hein, parce que j'ai pas encore l'hydraulique. Voilà, on va essayer pour pouvoir mettre le cerclage en fait. Hein. Voilà, le cerclage et ensuite l'arrêt du cerclage. Ça veut dire qu'il me manque quand même pas mal. C'est à fleur de jante là. Il manque à faire sortir au moins voilà, ce qui manque là en fait. Hein. En faisant levier avec le pied de biche et les démons de pneus, j'arrive à le rentrer en dessous de la gorge. Donc on va voir si c'est suffisant. Je peux le rentrer un peu plus, hein, parce que là je vais pas forcer énormément, mais... Il y a un bourrelet, tu vois, il y a un bourrelet qui est ici. Il faut qu'il y ait une partie qui soit sous le bourrelet pour que le pneu il puisse revenir par là. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont vu puis que ils se sont dit mais putain c'est pas comme ça. Bon là il est passé. Je vais remettre le cerclage, le blocage du cerclage et puis ensuite on verra pour le gonflage. Là je vais prendre toutes les précautions, je vais retourner la roue et je vais foutre du poids dessus au cas où. J'ai largement dégagé, tu vois, j'ai remis le cerclage, c'est largement dégagé et ça va passer à l'aise, hein, tranquille. Hein. Quand il y a un problème de crevaison, si à chaque fois les XTG devait appeler un réparateur, je te dis pas, hein. Voilà. Voilà. Tu vois ? Il jouette bien partout. Là, après ça, ça va monter quand ça va gonfler. Donc, je vais gonfler tout doucement.
Et on va voir ce que ça donne. Et peut-être que tu verras une explosion en direct. On va voir. On va juste donner un petit coup de pression histoire que ça se mette un peu en place. Là-dedans. Tu vois, comme ça, quand ce sera retourné, il va pas. Voilà. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir de fuite. Il est presque plaqué à la flasque intérieure. Je vais prendre le disque dans la figure. Mais voilà, hein, tout est ok. Là, on voit que le pneu il est bien partout. Ça, c'est pareil. Hein. Le jonc il est bien mis aussi. Voilà le travail. On voit qu'il est plus bas de là que de là. Hein. Ça va, ils font un peu plus large. Je pense pas qu'ils soient vraiment plus larges, mais comme ils sont plats, comme ils n'ont pas de profil arrondi, on dirait qu'ils sont plus larges. On va voir, hein. Là pour le moment j'en ai changé un. Là je vais attendre d'avoir reçu le détalonneur hydraulique et puis le marteau à inertie pour pouvoir faire les autres, parce que la dépose elle est assez importante. Je pense que le deuxième je vais encore un petit peu galérer, et puis après ça va aller vachement mieux. D'en faire 6 à mon avis, je vais être en place ensuite pour en démonter. Alors je vais pas tenter de les démonter là sur place comme le fait XTG quand la roue est encore montée, parce que je pense qu'ils doivent être un peu collés. Hein. Les pneus là, quand tu les vois comme ça, ils dépassent pas le châssis, hein, alors que ceux-ci dépassent le châssis. Voilà. Il y a une belle différence de hauteur, hein. Il y aura une différence de démultiplication aussi, donc forcément il va tirer plus court. L'opération de la rallonge de transmission, elle va être compensée, ça va compenser à moitié en fait, hein. Il va rouler moins vite que l'autre, hein. Ça permettra de faire un essai pour voir comment ça se comporte avec des pneus avec un profil un peu moins tracteur que ceux qui sont en dessus. On va voir. Donc là j'ai positionné le cadre, hein, et puis ce que je vais faire, c'est que là je vais faire les traverses maintenant en haute et basse pour pouvoir ensuite habiller avec de l'alu. Ça je vais le retirer, je vais le finir proprement, je vais l'apprêter après époxy, et puis ensuite je pourrais le coller et le fixer avec les rivets. Il va y avoir des angles encore, hein, qui vont être coupés. Je vais faire des arrondis un petit peu en bois pour que ça puisse reposer sur du bois. Et à l'arrière, une fois que mes panneaux seront faits, il y aura un gros rigidificateur qui va venir soutenir le lit également. Donc, et qui va venir ici derrière, qui va tenir un peu, même si c'est déjà... J'ai eu un commentaire qui disait « je doute pour les portes ». Mais au préalable, la porte était identique, plutôt que d'être dans 2 parties, elle était qu'en une seule partie. Et ça bougeait pas. Donc il n'y a pas de raison pour que ça bouge. Il me reste à faire le bas, tu vois. Couper des petites traverses comme ça pour pouvoir rigidifier. Bon, il est contre la ferraille, donc il va pas se passer grand chose, mais voilà, j'aime autant mettre des petits rigidificateurs en chaîne. Comme j'ai fait ça partout, ça ne me prendra pas beaucoup de temps et au moins ce sera nickel. Et voilà le travail, le bas c'est fait aussi. Je vais faire les angles arrondis dans les 3 côtés, puisqu'il y en a un qui est déjà fait. Et ensuite, je mettrai ma tôle en alu pour faire ensuite le coffrage qui est derrière et puis couler la mousse. Hein. Les fenêtres. Donc, fenêtres de camion d'expédition. Vous connaissez Hotboon. Ben, on a quelque chose qui est similaire, mais beaucoup, beaucoup moins cher. J'en parlerai quand je les recevrai. Elles vont être un peu plus grandes en fait. Hein. Ça va être 800 par 500 sur celle-ci et sur celle qui est de l'autre côté. Et ensuite, celles-ci, elles vont être un peu plus longues. Hein, pas vraiment plus hautes, mais un peu plus longues. De mémoire, je crois que c'est 650, il me semble, de long. Alors, il y a beaucoup plus de montants, forcément, hein, puisque ce sera des ouvrantes. Toujours en verre trempé. Ici, la porte, elle est beaucoup plus haute que ce qui reste. C'est vrai que là, je vais descendre le seuil, ici, de porte. Il va descendre pour que la porte elle puisse rentrer. C'est une porte 3 points, porte d'expédition également, avec une petite lucarne ici. Tout ça, ce sera peint hein, une fois ici, parce que les délais étaient nettement supérieurs si je les voulais laquer. Et puis la couleur du camion, pour une première, en fait, je l'ai fait venir comme ça.
Elles sont en couleur alu, gris, hein, et ce sera repeint. En fait, je vais les repeindre à la couleur du camion. On sera en RAL 7016, hein, cette couleur-là, puisque le futur camion que tu vas voir en suivant, il sort de peinture dans la même couleur. Ça, c'est pour les fenêtres. Alors, j'ai possibilité d'avoir un escalier à descente électrique. Je me tâte parce que c'est quand même relativement cher. Par contre, c'est vrai que tu appuies sur un bouton et puis tu as plusieurs marches qui descendent. Ça rentre dans une boîte, dans une box. Je comptais mettre un deuxième réservoir à cet endroit-là. Je suis encore en questionnement. Est-ce que j'opte pour cet escalier ou est-ce que je conserve la place du réservoir? Parce que sinon, le réservoir, je vais devoir le mettre en dessous du châssis. Je vais devoir le mettre ailleurs. Et je vais devoir mettre un réservoir différent, en fait. Hein, parce que le réservoir, ça sera sensiblement ça. Ça fait 300 litres. J'aurais remis l'identique de l'autre côté. J'aurais eu 2 fois 300 litres, j'aurais eu 600 litres. C'est ce que j'ai demandé donc pour le futur camion. Je sais pas, je vais voir. Peut-être qu'il arrivera avec ces 2 réservoirs, mais peut-être que le réservoir finalement il sera enlevé et j'en mettrai d'autres sur le châssis, en dessous. Parce que là, la cellule, elle ne repose pas complètement. Hein. Il y a des bois qui viennent entre le châssis et la cellule. Et là, il y aurait une place pour un réservoir de gasoil. Hein. En plus, celui que je reçois n'a pas de treuil non plus. Hein. Le seul que j'avais avec le treuil, c'était... et tu vois, il y a quand même pas mal de place dans le faux châssis. Alors, il y aura aussi le réservoir des eaux grises, mais il y a pas mal de place pour pouvoir y mettre éventuellement un réservoir de gasoil. Je pense plutôt à l'avant. Il y aura certainement des tuyaux à déplacer, mais il y aurait possibilité, je pense. J'ai prévu également ici une porte qui s'ouvrira vers l'intérieur. Hein. Ça, ce sera le passage cabine en fait. Le passage cabine pour ne pas découper la carrosserie du camion. Je vais profiter. Alors bon, ça ne sera pas un passage cabine très facile. Hein. Il va falloir escalader. Enfin, escalader, pas vraiment. Hein. Il va falloir se faxer. Je vais enlever la vitre arrière en fait, tout simplement. Pour pouvoir faire un passage cabine à ce niveau-là, le passage cabine, c'est pas un passage qui permet de circuler librement d'un endroit de l'avant à l'arrière, hein, c'est juste un passage cabine pour pouvoir, en cas d'urgence, partir avec le camion sans avoir à sortir. C'est plutôt pour ça. Hein. Sur ces camions-là, sur d'autres camions, il y a souvent des grands passages, comme sur les STX. Il y a des passages qui sont condamnés la plupart du temps sur les camions d'expédition, hein, avec une porte intérieure, une porte à l'intérieur de la cabine et une porte à l'intérieur de la cellule. Et on les ouvre au moment où on a besoin de passer parce qu'on ne veut pas être mis en danger en sortant à l'extérieur. C'est plutôt dans ce sens-là que le passage cabine va être fait, donc ce sera vraiment un passage cabine de sécurité en fait. Hein. Et ça me permettra de garder la cabine sans la découper, sans avoir à renforcer tout un truc, c'est assez compliqué. Donc voilà, je te parlerai plus en détail de tout ça au moment où je les aurai reçus. On parlera du prix. En fait, je suis en train de me poser la question de savoir si je ne ferai pas de l'importation de ce type de matériel, donc porte de cellule, porte de camion d'expédition, les portes de soute, les fenêtres, voilà, tout ça, quoi. Ça, on en discutera plus tard. Je verrai un petit peu comment ça a fonctionné, ce que ça m'a coûté en taxes, en TVA, en taxes d'importation, etc. Et puis on verra aussi au niveau des normes si ça peut passer. Apparemment, elles sont normes européennes, hein, elles sont estampillées CE. On verra un petit peu si j'arrive, avec les attestations, etc., si je peux commercialiser ce type de fenêtre en France. On verra. Concernant le futur camion, voilà quelques images. Donc on voit les ailes qui sont démontées, on voit la cabine qui est en ponçage, en cours de ponçage et de préparation, les apprêts qui sont passés, les mastiques, parce que forcément il y a quelques petites déformations au niveau de la tôle, et là on est en train de tout aplanir. On peut voir que la partie avant a complètement été déposée, il n'y a plus la calandre, il n'y a plus les ailes. Voilà. Alors on n'a pas complètement enlevé la totalité des ouvrants comme ça avait été fait sur le premier, parce que ça avait représenté beaucoup de travail. Là, la carrosserie va nous coûter un peu moins cher. Le travail est un peu moins important, mais bon, ça reste quand même, voilà, une fois peint, ça reste quand même très propre. Et on n'aura pas les joints de pare-brise à changer, il y a tout un tas de choses qu'on va économiser. Ça fera moins de travail.
Là on peut voir même le pare-choc a été repeint, là ils vont peindre le châssis, ça va vraiment être, il va vraiment être nickel. Hein. L'intérieur par contre va rester kaki, l'intérieur du compartiment moteur également. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, le travail dans cette entreprise, c'est vraiment du lourd, quoi. C'est parfait. Hein. Il y a le réservoir qui a été déposé, ensuite ils vont peindre le châssis, comme je te le disais. On voit qu'ils ont changé le système de freinage. Hein. Il y a les 2 boosters de freinage qui vont être beaucoup plus performants que ceux d'origine. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, la famille. Je pense pas à la semaine prochaine, je pense plutôt à une quinzaine de jours maintenant pour la prochaine vidéo où on aura avancé sur la partie arrière. J'aurai pas encore de nouvelles pour les fenêtres puisqu'elles partent de l'endroit où elles partent que le 29 février et elles vont ensuite avoir un long voyage. Elles vont arriver sur Lyon, il va falloir que j'aille les récupérer, que j'aille les dédouaner. Ça va être un peu compliqué, ça va prendre un peu de temps. Donc je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.